Mais j'ai constaté que dans notre société, beaucoup de temps et d'énergie sont alloués aux agresseurs, mais peu aux victimes et à leurs familles. Pourtant, ce sont ces victimes qui ont la lourde tâche de tenter de se reconstruire afin de continuer à vivre après un drame. Mais la question, en sort-on un jour indemne? Des journées que je suis bien, et il y a des journées que non. Il y a des journées que mon défi, c'est de me lever de mon lit et aller aux toilettes. Je parlais à ma mère au téléphone, puis je pleurais. C'est moins celle-là. C'est moins là. Ça pleure pas, celle-là. Non, c'est ça. Ben, dans mon cas, j'ai fini en me faisant du mal à moi-même. J'ai des cicatrices sur le corps. Hein? Parce qu'on finit tout ça. Pascal Lacoste est un ancien combattant du Royal 22e Régiment. Il a donné 14 ans de sa vie à l'armée canadienne. Aujourd'hui invalide, il souffre de lourdes blessures physiques et psychologiques résultant de ses missions comme casque bleu en Bosnie et au Timor oriental. Chaque jour, il doit lutter contre son hypervigilance qui fait partie des symptômes du stress post-traumatique dont il est atteint. Le gouvernement reconnaît qu'il a été intoxiqué à la poussière d'uranium, mais ne peut admettre que c'est dû à son travail sur le terrain. Pascal Lacoste, vous êtes militaire, vous êtes un ex-militaire. Est-ce qu'on est toujours un militaire? L'armée, être militaire, c'est pas un métier, c'est une vocation. Fait que oui, j'ai toujours le sang vert kaki. Depuis quand considérez-vous que vous n'êtes plus, j'allais dire, disponible au travail militaire? Parce que on a décidé un jour que vous n'étiez plus capable ou votre situation a fait que vous n'étiez plus capable? Pendant que j'étais en mission Timor oriental, mission de maintien de la paix, il est arrivé un événement. À cette époque-là, je comprenais pas ce qui se passait, mais j'ai perdu 35 livres de masse musculaire en 9 jours. En combien de jours? 9 jours. Sans exercice? Sans avoir eu une tâche particulière? Non, absolument pas. Ce qu'on a compris après, c'est suite à des piqûres d'insectes, j'ai contracté la maladie de Lyme puis la fièvre de dengue. 2 maladies tropicales potentiellement mortelles. Ça l'a mis mon système immunitaire complètement à terre. Puis, il y avait un petit poison qui attendait dans mon corps, l'uranium appauvri, qui était logé dans ma moelle osseuse. Moi, suite aux 2 maladies tropicales, ça l'a mis mon système immunitaire complètement par terre. Ouais. Puis, l'uranium, je ne pouvais plus combattre les effets de l'uranium. J'ai eu la vulnérabilité que ça m'a créée. Puis là, les symptômes ont apparu. Puis... L'uranium appauvri, ça vient d'où, ça? Ça vient de la Bosnie. Les Américains, l'ONU, l'OTAN reconnaissent qu'il y a eu des avions A-10 qui ont fait des bombardements d'ogives à tête à l'uranium appauvri. Les ogives, ils ont explosé, se sont transformées en micro-poussières radioactives. Puis les micro-poussières radioactives, ils restent dangereuses. Une demi-vie d'uranium, c'est 60 000 ans. Puis on n'a pas besoin d'avoir été directement sur le champ de bataille pendant les bombardements. C'est suite au bombardement, après ça, au gré des vents, ça déplace des nuages radioactifs. Puis, moi, j'étais pas là pendant le bombardement, là. La seule explication logique, ce serait que j'ai simplement respiré de la poussière radioactive. Après ça, moi, quand j'ai su que j'étais intoxiqué à l'uranium, je suis arrivé avec mes papiers sur le bureau du médecin de l'armée. Là, il m'a regardé, il m'a fait un sourire, ça va dire. On le savait. On le savait, mais on le reconnaît pas. Puis là, à partir de là, mes procédures pour me sortir des forces sont entamées. Ça a été assez vite. Merci, bonsoir. Et vous n'êtes plus utile. Effectivement, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui vont l'avouer. Moi, je l'assume complètement, là. Ça, on entend beaucoup parler des militaires en détresse psychologique, une fois qu'ils sont sortis des forces et tout. L'armée, c'est hyper encadrant. Pour chaque problème, il y a un spécialiste qui est payé pour trouver la solution.
Ou mettre le couvert sur le chaudron. Une fois qu'il n'y a plus de solution, là, ou si tu as trop souvent de problèmes, là, mais c'est hyper encadrant. La gang, l'esprit de corps, l'esprit de C'est groupe. très sectaire. Oui. Oui, c'est hiérarchisé, c'est hyper encadré. Tu finis par devenir l'homme qu'ils veulent que tu sois. On l'aime, le moule. Puis on l'aime tellement qu'on s'en sert de modèle, de guide, puis on prend le moule. Ce qui m'amène au point où est-ce que le jour qui enlève le gabarit, t'as plus de moule. Puis souvent, il y a beaucoup de militaires qui ont oublié qui est-ce qui étaient eux en tant qu'individus. Parce que c'était plus un humain, c'était un soldat. Et c'est là qu'ils sont brisés. Déstabilisé, brisé, t'as plus d'image. T'es qui, toi? Je suis un ancien soldat. Dans l'armée, c'est le challenge. T'en as des défis à relever. Tant que tu vas en donner. T'as tout le temps des droges d'adrénaline, t'as le sentiment d'accomplissement. Puis du jour au lendemain, tu sors, puis t'as besoin de ton rush d'adrénaline. T'es un héros potentiel, puis tu deviens... Zéro. De héros à zéro. Quand on revient chez nous et qu'on est diminué, c'est le cas de le dire, Oui. on ne doit plus faire partie de la gang. Oh non. Marche ou crève. Puis T'étais non bien seulement bon, tu courais vite, t'étais un bon body, je pouvais me fier sur toi pour me défendre s'il arrivait de quoi, tu pouvais te fier sur les autres, mais là, t'es amoché, on peut plus suivre sur toi tu comptes plus. au vidange. Tes vrais chums, là, ils font... Qu'est-ce qui se passe avec toi, le gros? On te reconnaît plus. Là, tu regardes, tu dis, gars, je le sais pas. Je le sais pas. L'étape la plus dure à franchir, là, c'est de s'avouer qu'on a un problème. Là, il n'y a plus rien qui marche, puis attention, là, on contamine le monde autour de nous autres. Là. Ce qu'on oublie souvent, là, c'est la conjointe, les enfants, la famille autour de nous autres, tous nos proches qui nous aiment. Est-ce que tu avais ça? Est-ce que tu as ça? J'ai pas d'enfants, mais oui, j'avais une conjointe, là. Le perdu. Ouais, comme bien les gars. Puis souvent, là, tu reviens de mission. Tu sais, là, les gens disent, OK, tu pars en mission 6 mois, c'est pas si pire que ça, mais c'est pas 6 mois que t'es parti, c'est 1 an et demi. T'as 1 an d'entraînement préparatoire. Puis là, après ça, t'as une date pour partir. La date, elle change 15 fois. La famille en arrière essaye de backer. Puis moi, j'ai été le militaire déployé, puis j'ai été aussi le conjoint qui a attendu sa femme qui était en Afghanistan. Elle aussi est militaire. Elle l'était, oui. Fait que je connais les deux versions, puis quand ils reviennent, les deux ont besoin l'un l'autre qu'on s'occupe d'eux autres, puis ça fait souvent des flamèches. On reconnaît le lien qu'il y a entre ton état de santé, ton état psychologique et l'exposition à l'uranium. On reconnaît ça, c'est reconnu médicalement. Oui. Mes problèmes d'intoxication à l'uranium, ils sont reconnus, diagnostiqués par les médecins au niveau du ministère des Anciens combattants. Quand j'ai fait une demande de pension, ils n'ont pas eu le choix là, de dire « Oui, on reconnaît que vous êtes intoxiqué à l'uranium. » Vous n'avez pas pogné ça en mission. Prouvez-nous que c'est dû au service. J'ai le fardeau de la preuve. Fait que moi, j'ai amené des rapports de l'OTAN, de l'ONU, disant « Regardez, là, dans la zone où on était, là, il y a ça. » Puis, les endroits que ça a été utilisé selon les rapports, première guerre du Golfe. Aujourd'hui, dans le Golfe Persique, au niveau de la population civile, il y a un très haut taux de cancer, de leucémie, de problèmes au niveau des enfants. Il y a beaucoup de bébés morts, il y a beaucoup de bébés déformés. Comme par hasard, à Sarajevo, ils ont exactement le même problème au niveau des populations civiles. Fait qu'imaginez, moi, j'étais là 6 mois, j'ai ces problèmes-là. Imaginez ceux qui vivent là-dedans. Aujourd'hui, avez-vous une vie normale? Qu'est-ce que vous faites? Non. L'uranium, ça ressemble beaucoup, je vulgarise, ça ressemble beaucoup aux effets de la sclérose en plaques. Il y a des journées que je suis bien, et il y a des journées que non. Il y a des journées que mon défi, c'est de me lever de mon lit et aller aux toilettes. Et pour ce qui est du choc psychologique? Le stress post-traumatique, ce qui a changé ma vie, c'est lui. Comment il s'appelle, lui? Il s'appelle Earl. Oh! Ah oui, on parle de toi. Je vais vous parler de ce que le chien fait pour moi. Quand tu vas en mission, tu vois jusqu'à quel point l'humain peut être dégoûtant. Ce qui fait que, selon moi, mon hypervigilance, c'est la méfiance de l'humain.
Puis, ça en prend de l'énergie, tout le temps scanner, savoir ce qui se passe autour. Tu me parles de l'hypervigilance. C'est-tu parce qu'il y a un danger potentiel autour? Il peut en avoir. Quand tu te penses en sécurité, il y a eu des événements qui fait, voyons donc, la prochaine fois, je vais être vigilant. Oui, mais vous pas avez juste transporté ça ici. Oui, bien, c'est dans toi. Il y a quelqu'un à l'affût, peut-être. Il peut arriver n'importe quoi. Puis c'est pas nécessairement un ennemi qui va surgir de nulle part. C'est plus... Hier, j'ai mangé dans un restaurant avec des amis, que c'est tout vitré. Ben, c'est quoi les dangers potentiels? Bon, ben, qu'un camion dérape qui rentre dans nous autres. C'est tout le temps en train de chercher la sortie de secours. Tu peux toujours être une proie. On est comme un chevreuil. Quand il y a un danger, là, le cœur se met à battre, puis il s'en va dans les C'est comme ça que tu sens la vie. Ouais, c'est comme ça que ton environnement t'apparaît. Oui, puis je le sais que c'est artificiel, j'en suis conscient. Oui, mais c'est incontrôlable. Très dur à contrôler. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? C'est sa job. Il a l'instinct. Tant qu'il est calme, là, c'est parce qu'il ressent pas de danger. Puis là, des fois, là, je suis à un endroit, là, j'entends un bruit, là, je commence à stresser. À m'imaginer des choses. Là, lui, il me regarde en blanc dire, qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a rien là. Ah ouais, tu sais, il me regarde en blanc dire. Il n'y a pas de raison de se sauver. Là, je pars à la région, puis moi, quand j'étais faire la grève de la faim, là, ce qui m'a motivé à faire ça, là, j'étais juste plus capable d'avoir des amis qui se suicident. Pascal Lacoste est un jeune vétéran. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. De l'armée canadienne. Il était prêt à mourir d'une grève de la faim afin de briser le silence de l'armée et faire reconnaître les droits de ses frères d'armes qui, comme lui, doivent composer chaque jour avec une intoxication à l'uranium et au syndrome du stress post-traumatique. Est-ce que vous menez un combat présentement pour qu'on reconnaisse votre traumatisme, pour qu'on fasse un lien causal? Autrement dit, vous êtes-vous donné, en tant qu'ex-militaire, une nouvelle mission? Je pense que c'est la vie qui m'a emmené là. J'explique. Moi, quand j'étais faire la grève de la faim, là, ce qui m'a motivé à faire ça, là, j'étais juste plus capable d'avoir des amis qui se suicident. Et vous en avez eu beaucoup? Ouais. Puis le dernier qui s'est suicidé avant la grève de la faim, là, j'étais proche de lui pas mal. Puis je sais que c'était la peine qui parlait, mais la mère de mon ami qui s'est suicidée, quand elle m'a vu, son premier réflexe, c'est de venir me voir avec beaucoup de haine dans le visage. Elle m'a giflé en me disant « T'as pas fait ce qu'il fallait pour me le garder. » Vous vous êtes senti responsable? À chaque fois que tu perds un frère, tu te sens responsable. Il n'y a pas personne qui perd un proche puis qui se pose pas la question qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus. Je pense pas. Je pense pas que ça existe. Tu sais, puis, bon, j'ai une facilité de parler, là. En bon français, j'ai une grande gueule. C'était pas toujours utile dans l'armée. J'ai fait des devoirs, j'ai épluché des patates, là. Mais je suis plus dans l'armée, j'ai plus cette contrainte-là, puis je me suis dit, puis de la merde. Je fonce. Moi. Puis... Ils m'auront pas. Non, c'est même pas ça. C'est... Non? Un peu. Non, vous allez voir, c'est pire que ça. Non, c'est pire que ça. J'essaie de trouver un moyen de pression qui écœurera pas personne, qui empêchera pas le vrai monde d'aller travailler, là. Vous allez tourner ça sur vous. Je me suis dit, si je perds, qu'est-ce que je peux faire que je suis le seul à perdre? Puis que si je perds, les autres gagnent pareil. Fait que si je gagne, tout le monde gagne.
Si je perds, les autres gagnent. Il y a juste moi qui pars. Je vois une grève de la faim, ça va écœurer pas mal, ça. Ça va écœurer les têtes dirigeantes. Puis j'étais gentleman. Moi, j'ai tout fait pour rencontrer le ministre des Anciens combattants à l'époque, c'était M. Blaney. Puis ils m'ont carrément ignoré, là. J'ai été insistant, là. Poli, mais insistant. Là, j'ai pas eu le choix de passer par les médias. Puis là, on a mis de la pression avec les médias. On va le laisser aller. Ça va, il sent que les émotions vont pas bien, bien. Ah ben oui, mais c'est intéressant. Puis, c'était plus gênant de ne pas me rencontrer que de me rencontrer. Ouais, un petit loup. Ah, il est un petit loup. Alors là, il vient de sentir que ça va pas, là. La pression monte. Puis, moi, j'ai dit, Monsieur le ministre, je peux pas parler de choses que je connais pas. Fait que je vais vous parler de l'uranium appauvri, parce que sérieusement, c'est complètement aberrant la décision que votre ministère m'a donnée. C'est de rire du monde, là. J'ai pas été intoxiqué à l'uranium en cueillant des carottes dans mon jardin. Mais à partir du moment que tu sors de l'armée, tu es laissé à toi-même. Puis là, tu as des fonctionnaires qui ont le mandat de couper le budget, qui sont là. On est là pour vous aider, mais... Tu vas mieux? Ouais, j'ai ça a pris rebaissé? Ça. Ouais. Merci, mon petit loup. Hein? Qu'est-ce qui est la prochaine étape? C'est Pascal? ça. Fait que là, j'ai regardé, si vous prenez pas soin adéquatement de mes frères d'armes, là, parce que moi, je suis plus capable d'en perdre, là. Puis vous, c'est pas important pour vous, là, c'est juste des chiffres. Ben, vous en foutez de laisser des soldats mourir. Moi, je vais mourir, mais pas dans le silence. Je vais aller mourir devant votre bureau. Puis j'ai souvent pensé que j'ai pas les guts de le faire, là. J'ai pas le guts de le faire, là. Regardez, à chaque fois que j'étais en mission, j'étais prêt à mourir pour ma patrie. Ben là, je m'aperçois que vous êtes des ingrats. Puis, ce coup-là, je suis prêt à mourir pour mes frères d'armes. Puis moi, je suis pas suicidaire, c'est contre mes principes. Par contre, se battre honorablement puis mourir au combat, ça, je suis à l'aise avec ça. Je me suis dit, t'en perds un pour en sauver plusieurs milliers, c'est pas cher à payer. Puis j'ai levé le bras puis j'étais volontaire. C'était complètement mon idée. On sensibilise la population, là. On dénonce la bullshit, là, le bien pareil de oui, on prend soin adéquatement de nos vétérans, on a des beaux programmes puis tout. Pour qu'aux prochaines élections, le bien-être des vétérans soit un enjeu politique. Je veux que ça le devienne. Je veux que la population soit informée, qu'ils puissent dire on est d'accord. Donc, on va vous revoir bientôt. Vous allez sortir bientôt, parce que les élections s'en viennent en octobre. Je m'en viens. Ah oui, j'ai même signé avec une équipe. Merci beaucoup. Je suis désolé. J'aurais aimé ça que ce soit plus long. J'ai tellement de choses à dire. Merci pour votre temps. J'apprécie énormément. Et je peux dire que le temps que vous avez consacré à cela nous a fait ouvrir les yeux. Le plus beau compliment, là, puisque la seule chose qui me motive à aller sur la place publique parler de ça, parce que parler de ses problèmes, c'est pas le fun, là. C'est qu'après, quand des vétérans voient ça puis qu'ils disent hey, le grand, tout ce que tu as dit, j'aurais pu le dire, ça aurait été vrai. Puis le fait que tu es capable de parler de tes problèmes publiquement, ça m'a donné le courage d'aller chercher des solutions personnellement. Un de plus. Mission accomplie. Ouais, pas encore. Jennifer Mignot est la conjointe d'un vétéran, Claude